Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je suis très heureux de vous accompagner ce soir en compagnie de Simon Mathieu. Bonsoir Simon. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 10 mars et voici les titres de ce journal. La grosse actualité de la semaine nous emmène au Moyen-Orient où un conflit oppose depuis maintenant 11 jours les États-Unis et Israël à l'Iran. Sur la Côte d'Azur, les municipales 2026 à Nice approchent à grands pas à 4 jours du premier tour. Dans le même temps, la CGT Spectacle appelle à manifester contre l'extrême droite à Nice. En France, le procès de Tariq Ramadan a repris cette semaine. Et par ailleurs, une bonne nouvelle à la fin de ce journal avec Luc Nicolas en Charente-Maritime. 167 kilos de déchets ont été ramassés en une seule matinée. Une belle initiative écologique. À l'international, Emmanuel Macron s'est rendu à Chypre pour une visite officielle. Au Pérou, le pays a été condamné pour la mort d'une femme lors d'une stérilisation forcée. Et puis on terminera avec du sport avec Maria Matoua. Les Jeux paralympiques d'hiver ont débuté. Et la course Paris-Nice également a été lancée depuis dimanche. Et dans le tournoi des 6 nations, l'équipe de France joue un match décisif cette semaine. Et la grosse actu de la semaine nous amène au Moyen-Orient. La guerre entre Israël et l'Iran entre dans son 11e jour. Les frappes continuent, notamment au Liban et en Iran, tandis que des missiles et des drones visent plusieurs pays du Golfe. Dans le même temps, un nouveau guide suprême a été nommé à Téhéran et les tensions restent très fortes dans toute la région. Théo, vous revenez sur la situation. Oui, le conflit se poursuit donc avec des frappes dans plusieurs pays. Israël mène des bombardements en Iran, mais aussi au Liban contre le Hezbollah, un mouvement allié de Téhéran. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée israélienne a frappé plusieurs localités dans le sud et l'est du Liban. Et ce mardi, elle a prévenu qu'elle allait aussi viser des infrastructures du Hezbollah dans les villes de Tyr et Saïda. Les habitants proches des zones visées ont été appelés à évacuer immédiatement. Depuis une semaine, ces frappes ont fait plus de 400 morts au Liban, selon les autorités locales. De son côté, le Hezbollah affirme avoir lancé des missiles contre des positions israéliennes près de Tel Aviv. Et du côté de l'Iran, que se passe-t-il ? L'Iran continue de répondre aux attaques, Simon. Téhéran envoie des missiles et des drones vers Israël, mais aussi vers les pays du Golfe. Une attaque iranienne a par exemple touché une zone résidentielle à Manama, la capitale du Bahreïn. Elle a fait un mort et plusieurs blessés. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes en Iran. Lundi, elle a annoncé une nouvelle vague de bombardements à Téhéran et contre plusieurs bases aériennes. Selon Israël, ces bases servaient à soutenir des groupes alliés de l'Iran dans la région. Et le pouvoir iranien a aussi changé ces derniers jours. Oui, après la mort d'Ali Khamenei dans une frappe fin février, l'Assemblée des experts a désigné son fils Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême. Ce religieux de 56 ans est considéré comme proche des conservateurs et des gardiens de la révolution. Il est décrit comme très influent dans les appareils de sécurité du pays. Sa nomination est critiquée par Israël et les États-Unis qui accusent le régime iranien de poursuivre la même ligne politique. Mais plusieurs alliés de Téhéran comme le Hezbollah ou la Russie lui ont déjà apporté leur soutien. Et sur le plan international, quelles sont les réactions ? Et les États-Unis affirment que le conflit pourrait bientôt se terminer. Simon, Donald Trump, le président, a déclaré que la guerre était quasiment finie en expliquant que l'Iran avait perdu une grande partie de ses capacités militaires. Mais du côté iranien, le ton est très différent. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran était prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire contre les États-Unis et Israël. Et en Europe, comment réagit la France ? Emmanuel Macron s'est exprimé lundi, Simon, lors d'une visite sur le porte-avions Charles de Gaulle, actuellement en mer Méditerranée. Le président a expliqué que la France avait réalisé plusieurs interceptions de missiles et de drones ces derniers jours pour protéger ses partenaires dans la région. Il a aussi estimé que la guerre pourrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans sa phase la plus intense. Le chef de l'État a également évoqué la mise en place d'une future mission internationale défensive. L'objectif serait d'accompagner et d'escorter des navires commerciaux afin de rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le transport mondial de pétrole et de gaz. Cette guerre a aussi des conséquences économiques. Oui, notamment sur le marché du pétrole, Simon. Au début du conflit, les prix ont fortement augmenté à cause des risques pour l'approvisionnement mondial. Mais après les déclarations de Donald Trump sur une possible fin de guerre, les marchés ont réagi immédiatement. Les prix du pétrole ont chuté d'environ 10%. Le baril est ainsi redescendu sous les 90 $ après avoir dépassé les 100 $ quelques heures plus tôt. Cette situation inquiète toujours les grandes économies car une guerre prolongée au Moyen-Orient pourrait provoquer une forte hausse du prix de l'énergie. Un prix qui ne cesse donc d'augmenter et qui inquiète les automobilistes. Depuis le début des tensions et des affrontements au Moyen-Orient,
le marché de l'énergie sont sous pression. Le pétrole brut, largement produit dans cette région stratégique, réagit immédiatement aux crises géopolitiques. Résultat, une hausse qui se répercute directement dans les stations-service, comme à Nice, avec Jean-François Balduzi et Joseph Jaricot. Ce matin, dans cette station essence du nord de Nice, les voitures n'ont cessé de défiler. Responsable de la pompe depuis 5 ans, Angela a bien remarqué l'impact d'une possible hausse des prix aujourd'hui comparé aux jours précédents. C'est un truc de folie. Ils ont tous cassé la tirelire et c'est par 50, 60, pas moins de 20 euros. Dans la matinée, ouais, j'ai eu entre 800 clients. 800 contre 600 personnes habituellement, dont Aziza, professeure de français et langue étrangère dans le département depuis 20 ans. Sa voiture, elle la prend tous les jours, alors face à la possible hausse des prix, elle a préféré prendre les devants. Je suis vraiment très inquiète. Je sais qu'il va y avoir un impact assez conséquent sur mon budget mensuel pour le carburant. Donc, c'est pour ça que je passe maintenant à la pompe et éventuellement faire le plein. Comment vous allez vous adapter ? Je prendrai peut-être les transports en commun et ça va être des journées à rallonge. Et elle n'est pas la seule à devoir s'adapter. Denis est retraité et fait de la moto depuis 60 ans. Mais la possible hausse des prix du carburant impacte son budget et l'oblige à faire des choix. Entre la moto et la voiture, j'en ai pour 200 euros. Vous attendez à une hausse de combien ? Passer à 250. Moins de sorties, peut-être moins de promenades. Puis limiter ses déplacements à l'utile. Mais bon, j'habite dans l'arrière-pays. Ma fille, ma petite fille sont sur Nice. Donc quand je descends les voir, c'est 60 bornes aller-retour. Malgré la fermeture du détroit d'Ormuz, il ne devrait pas y avoir de pénurie, a annoncé le gouvernement, du moins pas pour l'instant. Maintenant, on passe à la page locale avec vous, Simon Mathieu. Et oui, et on commence avec le monde de la culture niçoise qui s'inquiète d'une montée et d'une possible victoire de l'extrême droite avec Éric Ciotti qui pourrait remporter les municipales de Nice. Une manifestation organisée par la CGT Spectacle et d'autres associations d'artistes aura lieu demain à 18h devant la mairie de Nice. L'objectif est simple, faire barrage à l'extrême droite afin de préserver la culture et le monde du spectacle, parfois remis en cause par leurs programmes politiques. On va continuer sur la politique et sur les municipales. Les débats font rage à Nice. En effet, après l'affaire de la tête de porc, le débat de samedi était vivement attendu, mais une réaction a surpris l'opinion publique. L'ancien maire de Nice, prédécesseur de Christian Estrosi, a critiqué les propos qu'il a tenus lors du débat. Il réfute notamment le champ de ruines qu'il lui aurait laissé en 2008, que ce soit vis-à-vis de la fiscalité, de la sécurité ou de la proximité. Il dit à propos des affirmations du candidat, affirmations éhontées et mensongères, un mauvais coup de pub pour le commencement d'une campagne. Le premier tour approche à grands pas, et c'est ce dimanche 15 mars que les Niçois voteront pour le premier tour des municipales. À Nice, la campagne a été très tendue et largement dominée par 2 candidats. Nina, vous nous en dites plus. En effet, on entre dans la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Nice, elle a été particulièrement agitée. Au cœur de cette bataille, 2 figures bien connues de la droite locale. D'un côté, Éric Ciotti, candidat UDR-RN, de l'autre, le maire sortant Christian Estrosi, candidat Horizon. Entre eux, les attaques ont été nombreuses, parfois très personnelles, surtout sur les réseaux sociaux. Christian Estrosi a par exemple dû répondre à une rumeur sur son état de santé. Certains affirmaient qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Le maire sortant avait alors publié un certificat médical pour mettre fin aux spéculations. La semaine dernière, une tête de cochon a été déposée devant son domicile avec une photo insultante et une étoile de David, sa femme étant de confession juive. Face à cet incident, Éric Ciotti a laissé entendre lors d'un débat organisé par BFM TV et Nice Matin samedi dernier que l'affaire pourrait être une manipulation du camp du maire. Ces dernières semaines, la campagne s'est donc transformée en un véritable duel entre ces 2 personnalités. Mais alors, Nina, qu'en est-il des autres candidats qu'on entend moins ? Face à ce duel très bruyant, 2 femmes tentent de faire entendre leur voix. Juliette Chenel-Leroux, soutenue par les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste, et Mireille Damiano, candidate LFI Viva. Toutes 2 dénoncent une campagne quasi enfantile. Juliette Chenel-Leroux parle même d'un affrontement entre 2 frères issus de la même droite. Pour exister dans ce duel, ce n'est pas si simple. Lors du débat BFM TV la semaine dernière, elles ont dénoncé un temps de parole déséquilibré, 12 minutes pour Juliette Chenel-Leroux contre 21 minutes pour Christian Estrosi. Et au-delà de ces 4 candidats principaux, d'autres sont en lice. Cédric Vella pour Reconquête, Céline Forgenel pour Nice Démocratie Directe et Estelle Jacquet pour Lutte ouvrière. Mais selon un sondage Elabé Berger-Levrault réalisé pour Nice Matin, BFM TV, Le Figaro, ces candidats restent très minoritaires. Cédric Vella est crédité de 4% et Estelle Jacquet de 1%. L'enquête place Éric Ciotti en tête avec 41% devant Christian Estrosi à 30%.
Juliette Chenel-Leroux à 13% et Mireille Damiano à 11%. Alors la grande question de ces municipales, alors que peut-il se passer au second tour? Plusieurs scénarios sont possibles. Juliette Chenel-Leroux a affirmé qu'elle se maintiendrait quoi qu'il arrive et qu'elle ne suivrait pas le front républicain contre l'extrême droite, même si la gauche lui en donnait la consigne. Mireille Damiano, elle apparaît davantage ouverte à une alliance de la gauche. Dans le cas d'une triangulaire donc entre Estrosi Ciotti et l'un de ses partis de gauche, le maire sortant aurait du mal à récupérer des voix, alors que Ciotti pourrait récupérer celle de Cédric Vella de Reconquête, un scénario qui serait donc plus favorable à Éric Ciotti. En revanche, en cas de duel Estrosi-Ciotti, l'issue serait beaucoup plus incertaine. Estrosi pourrait récupérer une partie des électeurs de gauche, mais 21% des sondés disent ne pas savoir pour qui voter dans ce cas de figure. Alors une chose est sûre, le second tour pourrait réserver bien des surprises. Réponse dans les urnes dimanche soir à l'issue du premier tour. Merci beaucoup Nina. On revient avec vous maintenant Simon, et une arrestation particulière a eu lieu au Carrefour TNL. Alors qu'il faisait ses courses en famille au centre commercial Carrefour Nice TNL, un policier national hors service a poursuivi et interpellé ce samedi matin un mineur soupçonné d'avoir commis un vol de bijoux de plus de 2000 € dans la boutique Histoire d'Or. Le policier, prénommé Ali, s'est immédiatement lancé à la poursuite du suspect après avoir entendu des hauts voleurs provenant de la boutique. Après plusieurs dizaines de mètres de course, il est parvenu à rattraper l'individu, à l'immobiliser au sol, puis à procéder à son interpellation. Le policier a dû interrompre son week-end pour témoigner au commissariat. Retour sur une actualité, est-ce que nous avons des nouvelles de l'attaque au couteau à Fontan? Et oui, 5 jours après l'agression au couteau d'une sapeur-pompier dans la caserne de Fontan dans la vallée de la Roya, un suspect a été interpellé samedi soir à Vintimille, côté italien. Remis aux autorités françaises, il a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances et les motivations de l'attaque, mais le suspect a été, selon nos informations, remis en liberté hier matin par faute de preuves. Une nouvelle alerte attentat dans un collège, Simon. L'institution du Mont-Saint-Jean à Antibes a été la cible hier au matin d'un message malveillant qui a conduit au lancement d'une alerte attentat. Les élèves n'étaient pas encore présents, les effectifs de police nationale se sont donc rendus sur place pour lever le doute et tout est rentré dans l'ordre avant le début des cours. Une deuxième alerte attentat en un mois pour l'établissement privé. Une enquête est encore en cours pour comprendre l'origine de ces messages. Merci beaucoup Simon. Et maintenant, on passe à la page nationale avec vous, Théo Guitoni. Oui, et on commence par l'énergie. Un plan exceptionnel de contrôle dans les stations-service a été lancé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sur 231 stations déjà vérifiées, près de 16% présentaient des anomalies selon la ministre déléguée de l'énergie, Maude Bréjon. Certains ont déjà été sanctionnés par des amendes. Ce plan de 500 contrôles vise à éviter les hausses de prix abusives des prix à la pompe. Et à Paris, de nouvelles plaintes viennent alimenter l'inquiétude des parents et de la mairie concernant le périscolaire. Oui Simon, un animateur d'une école maternelle du 15e arrondissement est visé par 3 plaintes pour viol sur mineurs. Il avait été déjà signalé pour violence psychologique dans une autre école et avait été muté en décembre dernier. La mairie assure qu'il avait été encadré, mais une enquête de l'inspection générale de la ville est en cours pour comprendre ses manquements. Toujours sur le plan des droits et de la sécurité, la journée des femmes a été marquée par des incidents à Mulhouse. Oui, lors d'une manifestation du 8 mars, c'était dimanche, quelques militants d'extrême droite ont proféré des insultes racistes et distribué des tracts provocateurs. Un cordon de police avait été mis en place, mais le procureur a ouvert une enquête pour apologie de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale. Côté industrie, Renault change de cap stratégique pour ses voitures. Oui, le constructeur français a annoncé qu'il arrêtera de vendre des voitures uniquement thermiques en Europe d'ici 2030. Il prévoit de se concentrer sur l'électrique et l'hybride avec 36 nouveaux modèles, dont 16 électriques. Renault cible aussi des marchés prometteurs comme l'Inde, la Corée et l'Amérique latine, tout en maintenant sa présence en Europe. Et sur le plan économique, Théo, la France voit un recul historique des implantations d'entreprises. Effectivement, les projets ont chuté de 18% en 2025, tous secteurs confondus. La logistique, l'industrie et tertiaire sont particulièrement touchés. L'instabilité politique et le manque de foncier sont les principaux freins. Un célèbre groupe de musique devra se présenter devant la justice en France. Oui, et c'est une surprise. Le groupe Coldplay est de nouveau assigné en justice par une entreprise française, Mood Music. Cette société reproche au groupe britannique d'avoir utilisé son nom pour le dernier album, alors qu'elle avait déposé la marque en 2022. La Cour d'appel de Lyon examinera l'affaire le 1er avril. Pour les lycéens et les étudiants, c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur Parcoursup. Et oui, le cauchemar est de retour. Ils ont jusqu'à jeudi soir pour formuler jusqu'à 10 vœux parmi 25 000 formations. Le dossier complet devra être confirmé avant le 1er avril et les premières réponses arriveront en juin, Simon. Merci Théo. Et aujourd'hui, dans l'actualité judiciaire française, un procès très suivi se poursuit à Paris.
Tariq Ramadan, islamologue et prédicateur suisse, est jugé pour 3 viols présumés. Cette semaine, la justice a pris un tournant inédit et a décidé de poursuivre le procès malgré l'absence de l'accusé. Que se passe-t-il exactement, Wissal, dans ce procès en l'absence même de l'accusé? Eh bien Simon, le procès de Tariq Ramadan, théologien suisse, avait débuté lundi 2 mars devant la Cour criminelle départementale de Paris pour des accusations de viol sur 3 femmes entre 2009 et 2016, des faits que l'intéressé conteste fermement. Dès l'ouverture de l'audience, l'accusé de 63 ans ne s'est pas présenté en personne dans la salle alors qu'il était attendu. La défense avait expliqué qu'il était hospitalisé à Genève, en Suisse, pour des raisons de santé liées à sa sclérose en plaques. Mais que devient alors le procès en l'absence même de l'accusé? Eh bien, vendredi dernier, la justice a pris une décision exceptionnelle. Tariq Ramadan sera jugé par défaut et à huis clos. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre à exécution immédiate. Cette décision fait suite à l'expertise médicale ordonnée par la présidente de la Cour, Corinne Gottsman, qui a estimé que rien n'empêchait l'accusé d'être présent. En conséquence, les juges ont estimé qu'il n'avait pas de justification médicale suffisante pour son absence, justifiant ainsi le mandat d'arrêt et la poursuite du procès. Les avocats de Tariq Ramadan ont vivement réagi à cette décision. Ils ont quitté la salle d'audience en dénonçant ce qu'ils qualifient de parodie de justice et dénoncent un acharnement judiciaire. Alors, que reproche-t-on précisément à Tariq Ramadan dans cette affaire? Eh bien, Tariq Ramadan est jugé pour 3 viols présumés qui auraient été commis entre 2009 et 2016, notamment à Lyon et à Paris. Parmi les plaignantes figure Henda Ayari, ancienne militante salafiste devenue essayiste, qui affirme avoir été violée en 2012 dans un hôtel parisien. L'islamologue, lui, conteste l'ensemble des accusations et affirme que certaines relations étaient consensuelles. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 27 mars prochain et il promet encore de nombreux rebondissements. Merci beaucoup. Place désormais à la page internationale avec vous, Simon, et on commence avec une visite du président de la République, Emmanuel Macron, à Chypre. En effet, Théo, traversons la Méditerranée à Paphos, au sud-ouest de Chypre, où Emmanuel Macron a rendu visite lundi à son homologue chypriote, Nikos Christodoulides, ainsi que le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Cette réunion visait à coordonner une réponse européenne face à l'instabilité liée au conflit en Iran. Une rencontre plus qu'essentielle, l'île a été touchée la semaine dernière par des drones et des missiles iraniens, une première pour un pays de l'Union européenne. Cette visite a également été l'occasion pour le chef de l'État de souligner l'importance de garantir la liberté de navigation et de sécurité dans la région, notamment grâce à l'opération maritime Aspides menée par l'Union européenne. On va rester en Europe, Simon, et on va parler un peu de commerce. Et oui, parce que l'Europe est devenue le premier exportateur mondial d'armes et les États-Unis ont encore renforcé leur domination mondiale. L'Europe a représenté 38% des exportations d'armement américaines sur la période 2021-2025 et la France conforte sa place de deuxième exportateur avec un progrès de 21% sur ses ventes à l'international. La forte augmentation observée dans les pays européens s'explique largement par l'achat d'armes pour l'Ukraine, mais également par le renforcement de leurs capacités militaires face à la menace perçue de la Russie, selon ce rapport. Le volume des flux mondiaux d'armes a augmenté de 9,2% entre 2021 et 2025 par rapport aux 5 années précédentes, selon le Spiri. On va passer maintenant aux explosions en Belgique et en Norvège. Une forte explosion a retenti dans la nuit de samedi à dimanche devant l'ambassade des États-Unis à Oslo. Sans faire de victimes ni de dégâts majeurs, a annoncé la police norvégienne qui n'exclut pas un acte terroriste. Une enquête est menée par la police qui ne néglige pas d'autres pistes possibles. Les ambassades des États-Unis ont été placées en état d'alerte maximale, surtout au Moyen-Orient, en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont notamment été visées par des attaques à Téhéran. On va rester au nord de l'Europe, et que s'est-il passé en Belgique? À Liège, en Belgique, une explosion a eu lieu devant une synagogue dans la nuit de dimanche à lundi. Seuls des dégâts matériels sont encore une fois à déplorer. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. La synagogue, un bâtiment classé inauguré en 1899, c'est aussi un musée qui va présenter divers objets du culte et de l'histoire de la communauté juive belge. Bart de Wever, le Premier ministre belge, dans un message sur X, a dit après l'explosion « L'antisémitisme est une attaque contre nos valeurs et contre notre société. Il doit être combattu sans ambiguïté. Solidarité avec la communauté juive de Liège et de Belgique. La sécurité dans les lieux de culte avait notamment été renforcée après l'attaque de Gaza le 7 octobre 2023. »
Au Pérou, maintenant une décision de justice vient de reconnaître l'une des pages les plus sombres de la politique de contrôle des naissances menée dans les années 1990. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné l'État péruvien pour la stérilisation forcée et la mort d'une femme de 34 ans, Maria. C'est une décision historique rendue par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'institution a reconnu la responsabilité du Pérou dans la stérilisation forcée et la mort de Célia Ramos Durán, décédée en 1997 à l'âge de 34 ans après une ligature des trompes. Selon la plainte déposée devant la justice interaméricaine, cette femme originaire du nord du pays aurait subi des pressions répétées de la part de professionnels de santé pour accepter l'intervention. Elle est décédée peu après l'opération. Sa famille a dénoncé pendant des années un manque d'enquête et l'absence de justice au niveau national avant de porter l'affaire devant la justice internationale. Son cas est devenu emblématique d'une politique de stérilisation massive menée sous la présidence de Alberto Fujimori au pouvoir de 1990 à 2000. Officiellement présenté comme un programme de planification familiale et de contrôle de la natalité, cette politique a conduit à la stérilisation de plus de 300 000 femmes entre 1996 et 2000. La grande majorité de ces femmes étaient issues de milieux ruraux, pauvres, souvent autochtones et vivaient dans des régions isolées du pays. Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent depuis longtemps une politique ayant ciblé les populations les plus vulnérables. À l'époque, le pays traversait une période de forte violence. Dans les années 1990, le Pérou était plongé dans un conflit interne opposant l'État à des guérillas d'extrême gauche. Dans ce contexte, le gouvernement de l'époque avait mis en place plusieurs politiques sécuritaires et sociales très controversées, aujourd'hui encore au cœur des débats dans la société péruvienne. Mais alors, quelles sont les contraintes de cette condamnation pour l'État péruvien, Maria ? Eh bien, le jugement de la Cour est contraignant. Il oblige l'État péruvien à mener une enquête sérieuse dans un délai raisonnable pour identifier et juger les responsables de ces stérilisations non consenties. Les juges demandent également la mise en place de réparations pour la famille de Célia Ramos. La Cour exige aussi que l'État reconnaisse publiquement sa responsabilité et mette en place des mesures pour éviter que de telles pratiques se reproduisent. Mais la portée de cette décision va plus loin. Elle pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance et à des réparations pour plus de 7000 femmes déjà inscrites au registre national des victimes de stérilisation forcée. De nombreuses victimes affirment aujourd'hui avoir été trompées ou contraintes. Certains ont subi l'intervention dans des cliniques mal équipées, sans personnel qualifié. D'autres ne savaient ni lire ni parler espagnol et ne comprenaient pas la nature de l'opération. Plus de 20 ans après les faits, beaucoup de ces femmes continuent de réclamer vérité, justice et reconnaissance pour ce qu'elles considèrent comme l'une des plus graves violations des droits humains et de l'histoire récente du pays. Merci beaucoup. Traversons maintenant l'océan Atlantique, Simon, où une manifestation a failli mal tourner. Et oui, Théo, une manifestation anti-islam organisée par des influenceurs d'extrême droite devant la résidence du maire de New York, Zoran Mamdani, a été la cible d'une attaque par des contre-manifestants qui ont lancé 2 engins explosifs fonctionnels, mais heureusement, personne n'a été touché. La police antiterroriste américaine a ouvert une enquête. La manifestation a eu lieu à l'appel de l'influenceur d'extrême droite Jake Lang, connu pour ses positions ultra-conservatrices et islamophobes. Plus de peur que de mal, et 6 personnes ont été interpellées. Merci beaucoup Simon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité dans le monde. Il est l'heure de passer à la page sport avec Maria Matoua. Aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, l'équipe de France continue d'enrichir son compteur de médailles. Ce lundi, 2 nouvelles breloques sont venues s'ajouter au bilan tricolore. Retour sur une journée encourageante pour les Bleus, Maria. La moisson continue pour l'équipe de France aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026. Ce lundi 9 mars, les Bleus ont remporté 2 nouvelles médailles grâce à Aurélie Richard et Jules Segers. En Super G debout féminin, Aurélie Richard s'est offert la médaille d'argent, une nouvelle performance pour la benjamine de la délégation tricolore, déjà médaillée dans la descente quelques jours plus tôt. Au micro de France Télévisions, elle a confié son ambition de continuer sur cette lancée et d'aller chercher encore plusieurs médailles durant ces Jeux. Chez les hommes, Jules Segers a également brillé en décrochant la médaille de bronze dans le Super G debout. Les Français ont d'ailleurs réalisé un tir groupé avec la 5e place de Jordan Broisin et la 6e d'Oscar Burnham. Une course marquée aussi par la déception de la chute d'Arthur Baucher, pourtant considéré comme l'un des favoris.
Ces résultats viennent compléter le bon début de compétition des Bleus. La veille, la Marseillaise avait déjà retenti grâce au titre de Cécile Hernandez en snowboard cross. Au total, la délégation française compte désormais 5 médailles, une en or, 3 en argent et une en bronze. La France occupe pour l'instant la 8e place du classement des médailles, un classement dominé par la Chine devant l'Ukraine. De leur côté, les 13 athlètes français engagés dans ces Jeux, dont les porte-drapeaux Cécile Hernandez et Jordan Broisin, sont alignés dans 4 des 6 disciplines au programme et espèrent encore enrichir ce bilan dans les jours à venir. Et en cyclisme, la course au soleil bat son plein. Après 2 premières étapes disputées au sprint, les sprinteurs se sont illustrés sur les routes de Paris-Nice. Retour sur ces 2 premières journées de course. Le début de Paris-Nice a souri aux sprinteurs. Lors de la première étape entre Achères et Carrières sous Poissy, c'est l'Américain Luc Lamperti qui s'est imposé au terme d'un sprint massif. Le coureur de l'équipe EF Éducation Easy Post a devancé notamment Axel Zinglet et Biniam Guirmet. Une victoire symbolique pour le jeune sprinter américain qui signe au passage sa première victoire chez les professionnels et offre un succès aux États-Unis en l'absence du double tenant du titre Matteo Jorgensen. Le lendemain, la deuxième étape a également souri aux sprinteurs. Cette fois, c'est l'Allemand Max Kanter qui a levé les bras. Le coureur de l'équipe XDS Astana Team s'est imposé devant Laurence Pitti et Jasper Stuyven au terme d'un final urbain très technique marqué par de nombreux virages. Malgré cette victoire allemande, Luc Lamperti conserve le maillot jaune de leader au classement général après ses 2 premières journées de course. Ces sprints ont également été marqués par quelques incidents dans le final, notamment une chute du jeune Français Lenny Martinez, heureusement sans gravité. Mais le scénario pourrait rapidement changer. Les équipes s'élancent désormais dans un contre-la-montre par équipe, une étape stratégique qui pourrait permettre aux favoris du classement général de creuser les premiers écarts dans cette édition de la course au soleil. Et en rugby, coup d'arrêt pour le 15 de France dans le tournoi. Les Bleus se sont inclinés samedi en Écosse dans un match spectaculaire, mais qui est inquiétant sur le plan défensif. Une défaite qui relance complètement la fin de la compétition. L'équipe de France de rugby à 15 a vécu l'un de ses moments les plus compliqués depuis l'arrivée de Fabien Galtier à sa tête. Les Bleus se sont inclinés 50-40 face à l'équipe d'Écosse sur la pelouse du Murrayfield Stadium lors d'un match totalement fou. Après une première période disputée, la rencontre a basculé juste après la pause. En l'espace de 20 minutes, les Français ont encaissé 4 essais et ont complètement perdu le contrôle du match. Une débandade inhabituelle pour une équipe que l'on pensait solide et bien installée sous l'ère Galtier. Les Bleus ont multiplié les erreurs individuelles et ont eu beaucoup de mal à garder la possession du ballon, laissant les Écossais prendre l'ascendant dans le jeu. Malgré la défaite, les Français ont sauvé un point de bonus offensif grâce à leur réaction en fin de match, un point précieux qui leur permet de rester en tête du tournoi des 6 nations, à égalité avec l'Écosse, mais avec une meilleure différence de points. Rien n'est donc perdu pour les tricolores qui auront l'occasion de rebondir dès la semaine prochaine lors du crunch face à l'équipe d'Angleterre de rugby. Mais ce rendez-vous pourrait se préparer dans un contexte compliqué. Le centre, Nicolas Deporter, souffre d'une probable luxation de l'épaule et devrait être absent. Le troisième ligne, Anthony Gelon, n'a pas validé le protocole commotion pendant le match, tandis que Oscar Gégou pourrait être convoqué par la commission disciplinaire du tournoi. Autant d'incertitudes pour Fabien Galtier qui devra rapidement remobiliser son groupe avant un crunch décisif pour espérer conserver le titre dans ce tournoi des 6 nations. Merci beaucoup Maria et on espère que l'équipe de France va gagner ce tournoi. Allez, on va passer à un peu de bonnes nouvelles dans ce journal avec Luc Nicolas. Et dans certains sports comme le ski, un humain peut dépasser des vitesses comme 150 km/h. Il est important de les protéger lors des compétitions. Justement, une entreprise a peut-être trouvé la solution, Luc. Exactement Théo, athlète de haut niveau ou amateur de ski, de moto ou d'équitation, votre sécurité sera accrue. Après 12 ans de travail, l'entreprise InMotion a développé un gilet airbag intelligent. Abdomen, cou et thorax sont protégés à l'avant. Derrière, une protection dorsale en mousse est directement installée à l'intérieur du gilet airbag. À savoir que sur les épreuves de ski, cette protection dorsale est obligatoire. À l'arrière, un boîtier calcule et détecte en 60 millisecondes si une chute et gonfle l'airbag à la bonne pression avant que l'athlète n'ait touché le sol. Ce boîtier, basé sur un algorithme autonome, va étudier et comprendre en temps réel les mouvements de l'athlète ou du motard, sans câble pour gêner les performances.
Cette technologie se base sur l'analyse de plus de 450 millions de kilomètres parcourus par leur communauté d'utilisateurs. L'analyse de nouvelles situations vient compléter et renforcer le système qui est alors mis à jour régulièrement. Certains airbags sont déjà disponibles, leur prix varie entre 300 à 400 euros. Plus de 400 kilos de plastique et de déchets sont déversés chaque seconde dans les océans. C'est le constat effrayant et alarmant fait par les associations et les ONG environnementales. Mais en Charente-Maritime, une collecte de déchets a permis de nettoyer le littoral, Luc. Totalement. 167 kilos, c'est le nombre de déchets ramassés en une seule matinée sur le littoral à la pointe d'Yves, entre La Rochelle et Rochefort. Parmi ces déchets, 95% étaient en matière plastique. Cet exploit a été réalisé par 10 volontaires qui ont répondu à l'appel de l'association Wings of the Ocean ce mardi 3 mars. Encadrés par des bénévoles, ils ont ramassé des macro- et micro-déchets visibles comme des mégots. Que cela soit des retraités ou de jeunes adultes, tout le monde est lié par la même cause, prendre soin de notre planète bleue. Cette mobilisation permet à l'association de constater la pollution, la comprendre, la compter et l'envoyer dans des plateformes de données qui vont l'analyser. À la vue des municipales, ces données permettent à peser dans les décisions et les programmes politiques. Merci beaucoup Luc et on vous retrouve avec toute votre équipe qu'on salue ce soir sur les réseaux sociaux, les Boss Nouvelles et une fois par mois sur YouTube. On passe maintenant à la météo avec vous Simon. Et commençons par demain, où le ciel restera encore hésitant. Après les pluies d'aujourd'hui, les nuages domineront encore la matinée, mais de belles éclaircies devraient percer au fil de l'après-midi. Les températures seront stationnaires avec 15 degrés à Nice et Antibes, 14 degrés à Cannes et environ 12 degrés dans l'arrière-pays du côté de Grasse. Jeudi, l'amélioration se confirme, malgré un voile nuageux persistant avant une journée de vendredi un peu plus grise, où quelques gouttes localisées ne seront pas à exclure sur le littoral. Bonne nouvelle en revanche pour votre week-end, le soleil devrait s'imposer plus franchement. Samedi, nous retrouverons des conditions printanières avec 14 à 16 degrés sur la Côte d'Azur. Enfin, dimanche, malgré quelques passages nuageux inoffensifs, la douceur sera au rendez-vous pour vos sorties en plein air. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Simon d'être venu à mes côtés. Nous remercions Enzo à la régie, également l'ensemble de nos, chroniqueurs. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT avec Victorien. Bonne soirée à tous.